Une entreprise peut disposer d'un entrepôt rempli de marchandises et malgré cela, ne pas être capable de satisfaire ses clients. Ce paradoxe s'explique simplement par la performance d'une supply chain ne dépend pas seulement de la quantité de stock disponible. Il dépend aussi de la disponibilité du bon produit au bon endroit, au bon moment et à un coût maîtrisé. Dans cette vidéo, nous allons étudier 10 indicateurs essentiels permettant de transformer les données logistiques en véritables décisions de pilotage. L'objectif de cette vidéo n'est pas uniquement de mémoriser 10 formules. Elle est surtout de comprendre ce que chaque indicateur révèle sur le fonctionnement de l'entreprise. Nous allons regrouper ces KPI autour de 5 dimensions. Le service client, les délais, les stocks, les prévisions et les coûts. Pour chaque indicateur, nous verrons sa méthode de calcul, un exemple concret, son interprétation et les erreurs à éviter. Le principe à retenir est le suivant. Un indicateur n'a de valeur que s'il permet de prendre une décision. La règle d'or. Un tableau de bord efficace ne doit pas contenir tous les chiffres disponibles. Il doit sélectionner les informations réellement utiles au pilotage. En supply chain, les indicateurs fonctionnent comme un système d'équilibre. Améliorer un résultat peut parfois en dégrader un autre. Par exemple, augmenter fortement le stock peut réduire temporairement les ruptures, mais cette décision augmente aussi les besoins de stockage, l'argent immobilisé et le risque d'obsolescence. Inversement, réduire excessivement les stocks peut améliorer la trésorerie, mais fragiliser le service client. Le rôle du manager consiste donc à rechercher le meilleur compromis entre service, stock, coût, délai et risque. Le premier indicateur qu'on va traiter, c'est le taux de service. Le taux de service mesure la part de la demande client effectivement satisfaite. Il répond à une question simple. Avons-nous été capables de fournir ce que le client avait demandé? Dans notre exemple, 950 lignes de commandes ont été servies sur 1000 lignes demandées. Le taux de service est donc de 95%. Cela signifie également que 5% des lignes n'ont pas été correctement satisfaites. Pour une entreprise qui traite 100 000 lignes par mois, ces 5% représentent 5 000 situations potentiellement problématiques. Un taux élevé est généralement positif, mais il faut vérifier qu'il n'est pas obtenu grâce à un surstock excessif. L'objectif n'est pas seulement de servir le client, il faut le servir de manière économiquement soutenable. Le deuxième indicateur, ça sera l'OTIF. L'OTIF, ou On Time in Full, est plus exigeant que le simple respect d'une date de livraison. Pour qu'une commande soit considérée comme réussie, elle doit être livrée à temps, mais également dans son intégralité. Prenons une commande de 10 palettes. S'il arrive à la date prévue, mais que seulement 9 palettes sont livrées, il ne respecte pas l'OTIF. De même, une commande complète mais livrée en retard est considérée comme non conforme. Dans notre exemple, 86 commandes sur 100 remplissent simultanément les deux conditions. L'OTIF est donc de 86%. Cet indicateur donne une vision plus fidèle de l'expérience réellement vécue par le client. Le troisième indicateur qu'on va traiter, c'est le délai de traitement. Le délai de traitement mesure le temps écoulé entre la réception d'une commande et sa livraison au client. Une commande reçue le lundi et livrée jeudi présente, dans l'exemple retenu, un délai de 3 jours. Mais la moyenne ne suffit pas toujours.
Une entreprise peut annoncer un délai moyen de 3 jours, alors que certaines commandes sont livrées en 24 heures et d'autres en 10 jours. Il faut donc analyser non seulement le niveau moyen, mais également la régularité et les retards exceptionnels. Une dégradation du délai peut provenir de la validation administrative, de la préparation, de la production, du transport ou d'un manque de disponibilité du stock. L'indicateur doit conduire à rechercher l'étape responsable de l'attente. On passe maintenant au quatrième KPI, la rotation des stocks. La rotation des stocks indique combien de fois le stock moyen est renouvelé au cours d'une période, généralement une année. Dans notre exemple, le coût annuel des produits vendus est de 2 000 € et le stock moyen de 5 000 €. Le stock tourne donc 4 fois par an. Une rotation faible peut signaler du surstock, des produits peu demandés ou une mauvaise gestion des approvisionnements. À l'inverse, une rotation très élevée n'est pas automatiquement idéale. Il peut signifier que l'entreprise dispose de très peu de sécurité et devient vulnérable au moindre retard fournisseur. Il n'existe donc pas de valeur universelle valable pour tous les secteurs. L'indicateur doit être comparé à la stratégie, à la saisonnalité et aux contraintes de l'activité. Le cinquième indicateur, c'est les jours de stock. Les jours de stock traduisent le niveau d'inventaire dans une unité plus facile à interpréter, le nombre de jours de consommation que le stock peut couvrir. Avec 500 000 € de stock moyen et 2 millions d'euros de consommation annuelle, l'entreprise dispose d'environ 91 jours de stock. Autrement dit, en supposant une consommation régulière et l'absence de nouvel approvisionnement, le stock pourrait théoriquement couvrir environ 3 mois d'activité. Cette information est utile pour les managers, mais elle doit être interprétée avec prudence. 3 mois peuvent être excessifs pour un produit rapidement périssable, mais nécessaires pour une matière première importée avec plusieurs mois de délai. Le bon niveau dépend donc du risque, de la demande et des délais d'approvisionnement. On passe maintenant au sixième indicateur, c'est le taux de rupture. Le taux de rupture mesure la part des demandes qui ne peuvent pas être satisfaites parce que le produit est indisponible. Dans notre exemple, 50 demandes sur 1000 n'ont pas été servies. Le taux de rupture est donc de 5%. Mais mesurer la rupture n'est que la première étape. Il faut ensuite rechercher sa cause. Le problème peut provenir d'une prévision trop faible, d'un retard de fournisseur, d'une panne de production, d'un stock de sécurité insuffisant ou encore d'une erreur dans le système informatique. Deux entreprises présentant le même taux de rupture peuvent donc rencontrer des problèmes totalement différents. La bonne décision dépend de l'analyse des causes racines et non uniquement du pourcentage final. Le KPI numéro 7 qu'on va traiter dans cette vidéo, ça sera la précision des prévisions. La précision des prévisions mesure l'écart entre la demande anticipée et la demande réellement observée. La présentation utilise ici l'OA, c'est-à-dire la somme des écarts absolus divisés par la demande réelle totale. Plus ce pourcentage est faible, plus la prévision est proche du réel.
Dans l'exemple simplifié, l'entreprise prévoit 100 unités alors que la demande réelle est de 80 unités. L'écart absolu est de 20 unités, soit 25% de la demande réelle. Une surestimation répétée entraîne du surstock. Une sous-estimation répétée provoque des ruptures et des commandes urgentes. Il faut également éviter de regarder uniquement un résultat global. Une prévision correcte au niveau national peut masquer de fortes erreurs sur un produit, un site ou une période particulière. Passons maintenant au KPI 8, la fiabilité fournisseur. La fiabilité fournisseur mesure la capacité d'un fournisseur à respecter ses engagements de livraison. Dans notre exemple, 90 livraisons sur 100 arrivent à la date prévue. Le taux de fiabilité est donc de 90%. Mais la ponctualité ne doit pas être le seul critère. Une livraison peut arriver à l'heure tout en comportant une quantité incorrecte, des produits endommagés ou une qualité non conforme. Prenons deux fournisseurs. Le premier est légèrement plus cher, mais livre de manière régulière. Le second propose un prix inférieur, mais provoque régulièrement des arrêts de production. Le fournisseur apparemment moins cher peut finalement générer davantage de coûts. L'évaluation doit donc combiner prix, délai, quantité, qualité et réactivité. Traitons maintenant l'avant-dernier indicateur, qui est la précision des stocks. La précision des stocks compare les quantités enregistrées dans le système avec les quantités réellement présentes dans l'entrepôt. Dans l'exemple proposé, 970 références sur 1000 contrôlées sont conformes. Le taux de précision est donc de 97%. Ce résultat peut sembler élevé, mais les 3% d'écart restants peuvent concerner des articles stratégiques ou de grande valeur. Imaginons que le système indique 100 unités disponibles alors que l'entrepôt n'en contient réellement que 60. Les commerciaux peuvent alors promettre des produits qui n'existent pas physiquement. Les inventaires tournants et l'analyse des écarts permettent de détecter les erreurs de réception, de préparation, de déclaration ou de localisation. On arrive maintenant au dernier indicateur, qui est le coût logistique. Le coût logistique mesure le poids des activités logistiques dans l'activité économique de l'entreprise. Dans notre exemple, les coûts logistiques représentent 800 000 euros pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Le ratio est donc de 8%. Ces coûts peuvent inclure le transport, le stockage, la préparation, l'emballage, le personnel, les systèmes d'information, les retours ou encore les prestations externes. Il faut donc définir précisément le périmètre avant toute comparaison. Une entreprise qui inclut les retours et l'informatique dans son calcul ne peut pas être directement comparée à une entreprise qui mesure uniquement le transport et l'entreposage. L'objectif n'est pas toujours de réduire le coût au minimum, mais d'obtenir le meilleur niveau de service pour un coût maîtrisé. On peut donc constater facilement que la principale erreur consiste à interpréter chaque indicateur séparément. Prenons une entreprise qui augmente fortement son stock, le taux de rupture peut s'améliorer et le service client progresser. Mais en parallèle, la rotation diminue, les jours de stock augmentent et davantage de capital reste immobilisé. À l'inverse, une réduction brutale du stock
peut améliorer les coûts à court terme, mais dégrader l'OTIF et provoquer des livraisons urgentes plus coûteuses. Une bonne décision ne cherche donc pas à maximiser un seul KPI, elle recherche un équilibre cohérent entre le service, le stock, le coût, le délai et le risque. Nous avons maintenant présenté les 10 indicateurs essentiels. Mais connaître les formules ne suffit pas. Il faut également savoir organiser les données et identifier rapidement les priorités. Dans la prochaine vidéo, nous construirons un tableau de bord supply chain simple sur Excel. Nous intégrerons un suivi mensuel, des alertes visuelles et un classement des indicateurs nécessitant une action. Abonnez-vous pour suivre cette mise en pratique étape par étape.